Alors, on va terminer par cette dernière présentation, essayer de faire un petit point sur où en sommes-nous de la neuromodulation. Nathalie, en première partie, nous a parlé d'un mode de neuromodulation qui est la pompe intrathécale. Et j'ai essayé de vous faire donc un overview sur qu'est-ce qu'on entend par neuromodulation et les différentes techniques que l'on a à disposition. Alors quand on parle de la neuromodulation peut en faire au niveau du système nerveux périphérique, mais également au niveau du système nerveux central. Les blocs analgésiques que l'on effectue relativement régulièrement font partie déjà de la neuromodulation. Et plus récemment, on parle beaucoup de la stimulation nerveuse périphérique, même si on n'en a pas, en tout cas j'en ai pas directement l'expérience, il m'a semblé important, au regard des publications assez récentes, de vous montrer ce qu'il est possible de faire et probablement ce qui va se développer dans les mois et années à venir. Donc en tout cas, sur la partie périphérique, c'est des techniques percutanées qu'on connaît bien avec le développement de l'échographie qui nous permet finalement d'accéder au système nerveux périphérique et de façon extrêmement précise. Et on voit bien que les blocs analgésiques, que ce soit dans le monde de la douleur aiguë ou dans le monde de la douleur chronique, a pris donc un essor extrêmement important. Quand on regarde la prise en charge du patient, c'est vraiment un blocage périphérique de l'influx nerveux. Et on va voir que dans la progression de notre prise en charge, on va partir de la périphérie pour aller vers le central. Et habituellement, on commence d'abord par la périphérie. Et quand on parle de cela, on parle beaucoup de la douleur neuropathique. Et ensuite, quand on est dans l'échec de la prise en charge périphérique, eh bien, on doit monter d'un cran, on va passer en centrale avec de la stimulation médulaire percutanée qui va contrôler l'influx nociceptif. Sans rentrer dans les détails, c'est tout simplement qu'on va leurrer donc, le système nerveux central avec une information qui sera différente. Alors les blocs analgésiques, c'est pas nouveau, hein. Il y a eu des recommandations formalisées d'experts, comme vous pouvez voir, c'est 2013, travail commun de la Société française d'anesthésie et réanimation et de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur. Donc on a des recommandations qui positionnent les blocs analgésiques dans la prise en charge des patients, en particulier dans le syndrome douloureux régional complexe, avec des études, mais c'est comme beaucoup sujet dans la douleur, c'est qu'on n'a pas des études extrêmement puissantes qui nous permettent de dire c'est du grade 1, les randomisés contrôlés, c'est quand même relativement difficile, eu égard de tout ce qu'on a dit. Et vous avez vu qu'avec la présentation de Jean-Michel, eh bien, rien que sur les contrôles modulateurs, un coup la kétamine c'est intéressant, un coup la kétamine c'est un peu moins intéressant, donc finalement c'est relativement complexe. Tout étant quand même qu'il est dans ses recommandations, il est possible de réaliser une analgésie leucorégionale continue par cathéter périnerveux pour le traitement de syndromes douloureux régionaux complexes en cas d'échec des autres traitements, grade 2+. Comme il est possible de pratiquer des blocs sensitivo-moteurs continus par cathéter pour faciliter la rééducation fonctionnelle en cas de résistance au traitement systémique bien conduit et au traitement par bloc sympathique. Donc ça veut dire que d'emblée, au niveau de ces recommandations, ce sont des thérapeutiques de deuxième ligne et que cela ne veut pas dire que ça doit être mis en première ligne. Il y a d'abord les traitements bien conduits qui doivent être proposés aux patients. La prise en charge de la douleur chronique, c'est une prise en charge qui est coordonnée, qui est réfléchie dans le cadre de réunions pluridisciplinaires. Et donc notre collègue qui est présente dans la salle, avec qui on travaille très en lien, donc la médecine physique donc et réadaptation. Donc il y a aussi dans le cadre du syndrome douloureux régional complexe, il y a clairement une association, une collaboration très étroite à mettre en place et on peut jouer ainsi sur la prise en charge de ces patients entre d'abord un bloc profond pour évaluer le fait est-ce que l'articulation est potentiellement débloquable avec une rééducation, donc là l'intérêt du bloc moteur, et ensuite on va alléger donc, le bloc pour arriver à un bloc beaucoup plus sensitif qui va permettre les rééducateurs de mettre en place cette rééducation. Alors, dans ce contexte-là, un petit cas clinique assez récent qui montre l'intérêt de ces blocs, toujours en lien avec nos collègues de médecine physique.
donc chez un patient dont le traitement classique avait permis d'améliorer les choses, mais pas de façon satisfaisante. C'est un monsieur qui était victime d'une agression physique, avec donc un traumatisme au niveau du poignet en tant que tel, donc avec des douleurs neuropathiques extrêmement importantes. Et vous imaginez bien que derrière ça, il y avait un contexte traumatique, extrêmement important, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, et que ce patient, eh bien, depuis cet incident en 2017, sa vie a complètement changé. Donc un gros travail psychologique a été effectué avec ce patient, différents traitements ont été mis en place, et au final restait quand même un certain nombre de difficultés dans la prise en charge de ce patient, en particulier au niveau de la rééducation. Tout étant que à partir de là, on intervient donc tout d'abord dans un bloc test qui était donc un bloc infraclaviculaire qui avait pu montrer qu'on pouvait donc le mettre dans le cadre d'un processus de rééducation, donc avec ces cathéters que l'on met en place. Alors très connu finalement dans le contexte de la douleur post-opératoire. Mais là, dans la douleur chronique, c'est des cathéters qu'on laisse en place de façon prolongée, donc au minimum 3 semaines, et les patients peuvent aller donc en centre de rééducation, travailler avec les rééducateurs, ce qui permet eh bien, de travailler sur une articulation dans des conditions tout à fait satisfaisantes, autant pour le patient que pour l'équipe de rééducation. Donc ce patient, donc, on avait un effet bénéfique à la fois de la rééducation et du bloc, puisqu'on a eu un effet rémanent pendant plusieurs mois. Et donc c'est là où finalement on se pose un certain nombre de questions sur l'explication de cela, où finalement on se rend compte que des patients ont fait un bloc, alors qu'on sait que la durée d'action d'un anesthésique local est de quelques heures. Eh bien certains patients vont nous dire ils sont soulagés pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Et donc ça revient à ce que Jean-Michel disait, c'est ces contrôles modulateurs. Est-ce qu'on est en capacité de réactiver ces contrôles modulateurs? Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien, on voit réapparaître donc, cette symptomatologie douloureuse. Là encore une fois, tout ce qui est les facteurs environnementaux, le fait que la vie elle est grevée d'un certain nombre de difficultés, et que les voies de la douleur, c'est pas uniquement que les voies de la douleur, c'est aussi les voies de l'anxiété, c'est les voies de gestion du stress au quotidien, et qu'au bout d'un certain temps, eh bien, il y a un effet d'amenuisement en quelque sorte de cet effet rémanent. Ce patient, on l'a revu parce qu'il y avait une recrudescence des douleurs à l'occasion d'un traumatisme pour lui qui était considéré comme un traumatisme psychologique, puisqu'il y a eu jugement de ces agresseurs, d'autant plus qu'il croisait quasiment tous les jours ces agresseurs, puisque c'était pas très loin d'être son voisin. Donc vous voyez donc les difficultés, tout étant que ce patient, renouvellement des douleurs, on lui a posé donc de nouveau un cathé au début 2021, on a constaté de nouveau un soulagement et un meilleur confort pour le patient. À voir comment, finalement, s'il arrive à prendre du recul par rapport à cette agression, s'il arrivera à être dans le contrôle de sa douleur, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Alors ensuite, eh bien, une fois qu'on a vu l'analgésie locorégionale, le principe de la stimulation conventionnelle. Alors, la stimulation conventionnelle, donc c'est assez vieux, vous voyez, c'est depuis 1967, basé sur le principe du gate control, donc la stimulation des fibres alpha et A-bêta, fibres du tact, qui viennent inhiber en quelque sorte le message douloureux des petites fibres. Alors avec des paramètres de réglage qui sont classiques, donc ça c'est assez historique, vous avez tout simplement une électrode avec une anode, une cathode, un champ électrique et différents réglages qui sont proposés avec une intensité, avec une durée d'impulsion et une fréquence. Donc grosso modo on effectue un champ électrique et puis eh bien, ça va créer des fourmillements qui vont être considérés par le cerveau comme étant quelque chose d'agréable mais pas d'agressif. Le tout, c'est que le cerveau intègre que ce soit relativement agréable, parce que quand c'est agressif, eh bien, il y a la libération des neurotransmetteurs au niveau central, et ces neurotransmetteurs eh bien, entraînent l'excitabilité neuronale que l'on connaît. Alors, en prenant cette technique de base, la nouveauté, c'est la stimulation nerveuse périphérique. Comme vous voyez, les publications sont relativement récentes, 2017, 2020. Donc, pour les anesthésistes réanimateurs, c'est un peu le pain quotidien de l'analgésie locorégionale, c'est-à-dire que c'est l'échographie.
on a accès à des nerfs périphériques, et au lieu de mettre un cathéter, au lieu de mettre d'anesthésique locale, on peut mettre une électrode et faire de la stimulation nerveuse périphérique, avec des dispositifs qui sont adaptés, qui font de la stimulation conventionnelle. Le côté qui est intéressant de cette technique, c'est qu'il ne faut pas forcément mettre l'électrode sur le nerf. On peut être à distance, et d'ailleurs c'est même un peu mieux, parce que vous voyez sur le schéma que lorsque l'électrode est mise sur le nerf, on ne stimule qu'une partie de ce même nerf. En revanche, lorsqu'on est à distance, donc on stimule 0,5 cm, 1 cm, 1 cm et demi du nerf, et bien le champ électrique concerne la totalité des fibres nerveuses. Alors, lorsqu'on regarde les indications qui peuvent être proposées, donc là c'est une des études qui s'intéresse à la douleur post-amputation, et vous voyez que dans ce contexte de stimulation nerveuse périphérique du nerf fémoral, eh bien vous voyez avec cette stimulation une diminution de l'intensité douloureuse, que ce soit sur la partie neuropathique, la partie fantôme, et donc une des conséquences est une diminution de score de dépression chez ces patients. Alors, lorsqu'on regarde donc là, totalement d'actualité, puisque c'est de 2021, donc 2021, quelles sont les indications? Le nerf fémoral est donc un nerf qui peut être ciblé dans le cadre de douleurs neuropathiques post-opératoires, donc ça ne concerne pas d'ailleurs que le chronique, et on a quelques papiers qui sortent sur de la douleur aiguë en post-opératoire, en lieu et place du cathéter pour certaines équipes. Ensuite, il y a les douleurs post-imputation, les nerfs tibiales postérieurs pour donc, la neuropathie périphérique, et on a donc la stimulation de la branche médiale du rameau dorsal du nerf spinal, en particulier pour la lombalgie, les fameux blocs facétaires dont on reparlera par la suite. À droite, eh bien, quels sont, dans le contexte de cette overview qui est proposée dans Pain Therapy en 2021, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a probablement un intérêt pour le réseau nerveux périphérique et surtout pour la douleur neuropathique. Donc là, c'est clairement une perspective thérapeutique supplémentaire qu'on aura à disposition d'ici quelques temps. Donc voilà, il m'a semblé important de vous en parler. On a fini avec le système nerveux périphérique. Pour monter d'un cran, donc on va passer au niveau du système nerveux central. Et là, on va parler de la stimulation médulaire et de ces indications qui sont reconnues et remboursées. Donc là aussi, c'est pas nouveau. La HAS en 2014 propose des indications de remboursement de ces techniques, qui sont des techniques extrêmement coûteuses. Une batterie, c'est entre 8 000 et 18 000 euros actuellement. Donc ça coûte cher. C'est des techniques qui doivent être efficaces, et on attend de cette technique une diminution d'intensité douloureuse de moins de 50%. Et c'est pour ça que cette technique, il y a une phase test et une phase d'implantation. Parce que si ça ne marche pas, vous imaginez bien qu'implanter une batterie qui ne fonctionne pas, on attend que ça soit efficace. Les principales indications, c'est une douleur chronique d'origine neuropathique. Donc le caractère neuropathique est particulièrement important. Mais encore une fois, c'est des prises en charge de deuxième, voire même troisième ligne. Il faut qu'il y ait un échec de la prise en charge habituelle. Alors, c'est les syndromes douloureux chroniques, radiculaires, tronculaires. Donc, depuis au moins 1 an, le syndrome douloureux régional complexe fait partie également des indications. Donc, lorsque ça remonte à plus de 6 mois. Alors, je vous rassure, lorsqu'on a ce type de patients à prendre en charge, c'est pas 1 an, on les a peut-être là aussi un peu trop tardivement, puisqu'on est plutôt sur 4, 5, 6 ans parfois. Et donc la situation, elle n'est pas forcément simple. Quelques indications sur la douleur d'origine chronique ischémique après échec des alternatives thérapeutiques, la maladie de Buerger en particulier, fait partie des indications. Alors la stimulation médulaire coordonale postérieure, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une modification du message douloureux au niveau central. Eh bien, pour les anesthésistes réanimateurs, pour les techniques percutanées, là je parlerai des techniques percutanées parce que ces techniques existent aussi par l'intermédiaire de nos collègues neurochirurgiens qui mettent des électrodes chirurgicales directement au niveau de la moelle. Des collègues neurochirurgiens font bien sûr de la technique percutanée. La technique percutanée a connu un essor extrêmement important, tout simplement parce que c'est moins délabrant. Donc c'est une voie péridurale et on monte une électrode au niveau de la zone qui correspond donc à l'aire douloureuse. Et donc finalement on interpose une électrode et un champ électrique au niveau de l'espace péridural, tout simplement pour faire autant que faire se peut, limiter le message douloureux qui arrive au niveau central.
Alors on pourrait se dire, mais ça c'est connu depuis longtemps, et pourquoi en parler maintenant? Eh bien, quand on regarde, là aussi un papier de 2021, c'est qu'il y a beaucoup de modifications sur le type de neuromodulation. C'est pas tant sur la technique, c'est surtout, bon, la technique c'est une électrode reliée à une batterie. La seule chose, c'est que finalement, la façon dont on va stimuler, on est parti d'une stimulation tonique, c'est-à-dire à basse fréquence, avec une certaine donc, intensité, et le patient ressentait des fourmillements dans la zone douloureuse. Vous comprenez que quand on met une électrode au niveau de l'espace cordonal postérieur, c'est qu'on ne cible pas forcément la zone douloureuse en tant que telle, et que des fourmillements peuvent apparaître, survenir dans des zones non douloureuses, qui peuvent être d'ailleurs extrêmement désagréables pour le patient. N'oubliez jamais qu'un patient, lorsqu'il est soulagé, eh bien, le cerveau va entendre ce qui est désagréable. Vous savez très bien, donc, sur le post-opératoire, que vous pouvez avoir la plus belle donc, prise en charge de la douleur, et souvent c'est ce qu'on a constaté avec une péridurale, et que le patient va se plaindre de sa sonde gastrique, qui va avoir un séjour qui va vous dire « mais c'était de la merde, je n'ai pas supporté cette sonde gastrique ». Vous le savez très bien. Pour autant, s'il avait une PCA avec une échelle numérique à 4-5, sa sonde gastrique, il ne va même plus l'entendre. Pour vous dire que le confort, et on peut être déçu de ce que l'on met en place comme thérapeutique en disant « mais on propose un certain nombre de choses qui sont extrêmement puissantes, on soulève la douleur, mais il n'y a pas cette satisfaction ». Et donc finalement, lorsqu'on regarde les évolutions autour de la stimulation médulaire, eh bien la stimulation médulaire, c'est le type de stimulation qu'on va pouvoir mettre en place. Et on va parler de stimulation à haute fréquence, on va parler de la stimulation en DTM, qui est la Differential Target, donc Multiplex Stimulation, et on va parler du burst en tant que tel, qui sont des modes de stimulation qui sont différents, qui vont permettre surtout eh bien, de ne pas ressentir la stimulation et d'être en infraseuil, de telle sorte que le patient ne va pas ressentir le caractère désagréable de la stimulation. Alors du coup, on a parlé de la stimulation basse fréquence. Maintenant, qu'est-ce que la stimulation haute fréquence? Eh bien, c'est tout simplement des doses d'électricité plus importantes qui sont délivrées au niveau de la moelle, 5 à 10 fois, en sachant qu'on va parler haute fréquence, haute densité. La haute densité, c'est une durée d'impulsion, une fréquence qui va faire que si vous augmentez la fréquence, eh bien vous aurez une haute densité, une quantité d'électricité au niveau de la moelle qui sera plus importante. Si c'est un petit peu plus important, eh bien ça concerne probablement peut-être des couches un petit peu plus profondes au niveau de la corne postérieure de la moelle. Et donc là, ici, possible modulation du neurone WR qui est en connexion d'ailleurs avec les fibres C. Alors du coup, les paramètres de réglage changent. Si on dit haute fréquence, ça veut dire que votre fréquence de stimulation va augmenter. Et donc, au lieu d'être inférieur à 100, elle sera plutôt entre 500 et 1200 Hz. Et puis, eh bien, le reste, globalement, va rester à peu près identique par rapport à la basse fréquence. La seule chose, c'est que la principale conséquence, c'est qu'il n'y a pas, le patient ne va pas ressentir la notion de stimulation et de paresthésie. Chez certains patients, d'ailleurs, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'ils vont dire, mais je sens rien, ça ne marche pas. Et donc, l'information est extrêmement importante. Et de temps en temps, de repasser sur un mode dit tonique, basse fréquence, haute fréquence, eh bien, ça rassure le patient en disant « Ah bah oui, je ressens mes fourmillements, c'est que l'électrode, elle est toujours là, elle est bien en place. » Et donc là, c'est le suivi de ces patients qui est extrêmement important. Et donc là, c'est l'équipe en général qui prend en charge ces patients, puisque au-delà de mettre une électrode, vous avez bien compris qu'il faut bien sûr le suivre, et pour cela, eh bien, on a une équipe d'infirmières qui est là-bas, qui est extrêmement opérationnelle et qui nous aide au quotidien pour pouvoir faire le suivi de ces patients. Mais l'information est essentielle. Autre type de stimulation, c'est la stimulation burst en tant que telle, et vous voyez qu'on rentre dans une certaine complexification des modes de stimulation. C'est plus le simple une stimulation, une stimulation, une stimulation. Là, vous voyez qu'il y a des champs de stimulation, ça combine en quelque sorte de la haute fréquence et de la basse fréquence, parce que c'est un train d'onde très rapide, ensuite une interruption et un train d'onde très rapide. Là aussi, la conséquence de cela, c'est que le patient ne va pas ressentir les fourmillements. Actuellement, est-ce qu'il y a un mode de stimulation qui est mieux par rapport à un autre? Inutile de dire que les fournisseurs sont différents. Donc ici, c'est le laboratoire Abbott qui propose ce type de stimulation. Ensuite, je vais vous parler de la DTM, c'est le laboratoire Medtronic qui propose cette stimulation.
tout étant qu'on voit que les modes de stimulation changent et qu'on on a encore un peu de grain à moudre sur savoir est-ce qu'il y a un mode de stimulation supérieur ou un autre. L'idée étant que ces modes de stimulation peuvent aller peut-être un petit peu plus profond, toucher des voies qui ne sont peut-être pas les voies classiques, comme ici, c'était démontré donc, au niveau d'une IRM, eh bien les composantes affectives, la composante affective pourrait être modifiée par la technique burst en tant que telle. Donc vous voyez qu'on commence à toucher des choses qui dépassent un peu donc, la douleur. Concernant le DTM, qui est un autre mode de stimulation, vous voyez que donc là on combine encore une fois, mais il faut 2 électrodes la plupart du temps, en tout cas l'étude Princeps donc, utilise 2 électrodes, mais en général les Américains utilisent 2 électrodes, parce que si vous mettez donc 4 électrodes de là jusque là, c'est sûr que vous allez maîtriser le machin à un moment ou à un autre, puisque tous les rameaux nerveux arrivent à un moment à un autre au niveau de la zone donc, centrale. La seule différence par rapport à la France, en particulier pour les techniques percutanées, c'est qu'on fait un réveil péropératoire pour positionner l'électrode. Aux États-Unis, ils ne font pas cela. Et donc du coup, vous avez une zone douloureuse, et bien si vous mettez 2 électrodes, vous allez contrôler forcément un espace beaucoup plus important, puis ça serait bien le diable qu'on ne cible pas à un moment ou à un autre au niveau des 2 électrodes, eh bien, la zone douloureuse. Tout étant qu'en tout cas pour cette technique, eh bien, il va y avoir un phénomène de bipolarité entre l'électrode qui est ici positionnée en haut de T8 et celle-ci qui est au milieu de T8. Et donc finalement vous oscillez donc 2 types de stimulation qui fait donc de la stimulation lente et de la stimulation rapide en tant que telle. Alors pourquoi tout cela finalement peut être intéressant dans la prise en charge de ces patients? Plus particulièrement pour le DTM, eh bien, il a été constaté au niveau chez les patients qui présentaient des douleurs persistantes après chirurgie rachidienne, en particulier avec une prédominance de la douleur lombaire, eh bien, une amélioration supérieure sur la prise en charge de la douleur lombaire, en plus de la douleur radiculaire. Et lorsqu'on regarde de façon un petit peu plus avancée, qu'est-ce que ça peut apporter ces techniques? Eh bien, là, c'est des modèles expérimentaux. Tout simplement, lorsqu'on regarde donc, le DTM, eh bien, on va toucher une catégorie de cellules neuronales qui n'étaient peut-être pas concernées avec la basse fréquence, en particulier les tissus de soutien, les cellules gliales. Et vous voyez que chez ces animaux, il y a des modulations de l'expression génétique des cellules gliales et également des modulations des gènes inflammatoires. Alors, je ne suis pas généticien, mais vous regardez les couleurs. Au moins, tout ça, tout le monde peut comprendre, sauf si on n'est pas daltonien. Moi, les couleurs, c'est un peu compliqué, mais je ne suis pas daltonien, ça je le sais. Mais en tout cas, tout ce qui va vers le rouge, c'est bien. Donc du coup, sans être... je n'ai pas fait Polytechnique, hein, ben, vous voyez qu'ici, ben, c'est pas mal, parce que c'est à peu près les mêmes couleurs. Et que là, la basse fréquence ici, c'est un peu moins bien, c'est bleu, alors que ça devrait être rouge, en sachant que là, c'est l'expression génétique lorsqu'il n'y a pas de douleur. Donc plus vous allez donc, de ce côté-là, plus c'est pas mal. Et donc il a été démontré que finalement la DTM stimulait la microglie qui sont des tissus qui sont impliqués dans la douleur chronique. Mais ça on le sait depuis un certain temps parce que dans l'hyperalgésie induite aux opiacés, on s'est aperçu qu'il y a un véritable phénomène de neuroinflammation et d'activation au niveau de tous ces tissus. Donc c'est pas que le neurone qui est activé, mais c'est l'ensemble du tissu donc, nerveux qui est stimulé dans le contexte de la douleur. Et donc finalement, ces modes de stimulation nous offrent peut-être des voies supplémentaires de prise en charge de la douleur chez le patient. Et puis là, ben, on va toucher la neuroinflammation, cette fameuse neuroinflammation qui est aussi impliquée dans les problématiques de la douleur. Alors les bénéfices cliniques ici, en petite étude assez intéressante, qui a comparé à la haute fréquence, un peu avec le burst. Alors c'est pas de la comparaison, c'est tout simplement qu'ils montrent que dans leur étude, ils ont pris des patients avec une douleur radiculaire et une lombalgie, et lorsque on regarde plus particulièrement l'effet du DTM par rapport à une prise en charge classique, eh bien vous voyez que l'impact sur la lombalgie est très intéressant avec la DTM, un peu plus qu'avec le mode de stimulation classique, et également sur la douleur de membre. Savoir que dans les critères d'admission et d'inclusion dans cette étude, il fallait que la part de la douleur lombaire représente au moins 70% donc, de la plainte du patient. Donc dans le contexte d'un patient qui a une douleur lombaire
plus radiculaire, la DTM peut être intéressante. Si vous avez une douleur radiculaire quasiment exclusive, tous les modes de stimulation sont intéressants. Quand on parle de haute fréquence, de haute énergie, ça veut dire que ça consomme. Et donc il faut des batteries qui soient adaptées. Alors maintenant, c'est des batteries qui sont rechargeables, donc très performantes, mais qui coûtent un peu bonbon, puisque la batterie DTM, c'est 18 000 boules. Voilà. Donc en fait, quand les patients sortent de cela, ils peuvent aller sur le bon coin. Donc là, il n'y a pas de souci, ils vont monter d'un cran au niveau prix. Mais enfin, c'est le prix d'une voiture à peu près. Donc c'est pour ça qu'il est attendu quand même une efficacité. Donc, parce que ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc en France, on a cette chance de pouvoir avoir accès à des traitements non chers. Autre technique, donc on a vu le cordonal postérieur et je terminerai par là. Eh bien, c'est la stimulation médulaire du ganglion rachidien. Donc là, c'est le système nerveux périphérique. Là, c'est le cordonal postérieur. Eh bien, avant d'arriver entre le système nerveux périphérique et le système nerveux central cordonal postérieur, vous avez un ganglion, c'est ce qui s'appelle le ganglion rachidien. Le ganglion rachidien est intéressant puisque c'est une gare de triage de l'information douloureuse. Et donc vous voyez que ici c'est du cordonal, et donc là c'est les électrodes qui sont mises directement sur le ganglion rachidien par voie péridurale. Pourquoi c'est intéressant? Lorsqu'on regarde ici ce ganglion particulièrement, une stimulation axonale sans stimulation du ganglion, vous voyez, ça entraîne une excitabilité plutôt intéressante. Si vous faites la même expérience en stimulant l'axone, mais aussi en stimulant le ganglion rachidien, vous voyez que la fréquence et l'intensité de l'excitabilité est beaucoup moins importante. C'est le principe de la douleur, de la stimulation du ganglion rachidien. Mais lorsque l'on est à ce niveau-là, ici, donc là c'est du L4, L5 a priori, ça veut dire qu'on va stimuler qu'au niveau L4 et qu'au niveau L5. Donc la principale indication de la stimulation du ganglion rachidien, c'est une douleur localisée. Si vous avez une douleur diffuse, non, c'est du cordonal postérieur. Donc le ganglion rachidien, c'est des douleurs localisées, extrêmement bien identifiées. Alors, 2021 aussi, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait vraiment beaucoup de publications autour de la stimulation médulaire. C'est quelque chose qui est assez ancien, mais qui bouge beaucoup sur les différentes stimulations. Donc maintenant, sur le ganglion rachidien, on a un peu de recul. Donc comme vous pouvez le voir, je ne vais pas détailler. Alors, quelles sont les indications? C'est les douleurs localisées, que ce soit au niveau du pied, que ce soit au niveau de l'abdomen et région ilio-inguinale. Alors ça, on en a quand même quelques-unes. Des cures de hernie inguinale qui sont responsables de douleurs neuropathiques, on en a quand même un certain nombre, mais ça vient pourrir la vie des gens. Eh bien, la stimulation du ganglion rachidien est intéressante parce que c'est les sondes que vous allez mettre en T12L1, donc très très localisées, et finalement c'est un soulagement qui est quasiment instantané chez le patient lorsqu'on a bien identifié la zone douloureuse, les membres fantômes, le genou donc en particulier. Pour terminer ce petit cas clinique, assez récent, une jeune dame de 1960, donc en 2013, mise en place d'une prothèse de genou gauche dans le contexte d'une gonarthrose. 2015, changement de prothèse. 2016, elle arrive dans le service, et là où vous pensez bien que le docteur Boitier devait être extrêmement intéressé, puisqu'il vous a dit qu'il adorait le genou. Donc il travaille en étroite collaboration avec le professeur Pasquier. Donc ils s'amusent tous les deux. Donc les lundis après-midi, c'est houpe la houpe dans le service. Donc ils s'amusent vraiment beaucoup. On les voit, ils sortent souriants et tout ça. On entend parfois les gens un peu crier. Je ne sais pas ce qu'ils font. Enfin bref. Donc tout est temps. Donc ils s'amusent vraiment comme des fous. Tout étant que, ils s'amusent tellement que 2018, reprise de prothèse décellée, adaptation du traitement antipéralgésant, rééducation dans le secteur lumbral, puis en centre, échec d'un cathéter périnerveux en symphène gauche. Bref, cette dame, ils l'ont vue évoluer au fur et à mesure des années, elle est devenue quasiment impotente fonctionnelle. Ce qu'il y a, c'est que pour leur retraite, ils ont acheté un appartement à Marc-en-Barœul et ils l'ont acheté au 2e étage sans ascenseur. Alors quelle est la conséquence de l'histoire? C'est que cette malheureuse dame, elle est restée chez elle, elle a pris un peu plus de poids, et le pire, c'était pour son mari, parce qu'il se tapait tout, quoi.
Alors vous pensez bien à la retraite, alors on la prend en charge, donc après quand même de multiples, ça s'est pas fait comme ça, vous voyez que les choses ont mis du temps. Réunion pluridisciplinaire, cette dame avait une indication éventuellement d'une prothèse, une quatrième, si mes souvenirs sont bons. Suspicion de décèlement, mais pas très clair. Gilles Pasquier, pas très chaud d'y retourner, vous savez, une quatrième prothèse. Et puis du coup, on se dit, compte tenu, peut-être une DRG. Alors c'est ce qu'elle a eu, vous voyez ici, c'est une DRG L3, L4, gauche. Et là, eh bien, c'est bien sûr, on montre toujours ce qui est idéal. Hein. Donc ce qui va un petit peu moins bien, souvent en présentation comme ça, on n'en parle pas parce que c'est pas toujours du ciel bleu. Alors pour elle, c'est du ciel bleu parce que c'est en quelque sorte lève-toi et marche. Ce qui était assez hallucinant pour cette dame, c'est que finalement la douleur a disparu quasiment instantanément. Ce qui était extrêmement satisfaisant pour les équipes 1, c'est déjà forcément de revoir une personne qui sourit, une personne qui vient une semaine plus tard, donc alors qu'elle était en fauteuil roulant, donc elle marche avec une canne et on la revoit, elle a été revue je crois un mois plus tard, et bien je ne dis pas qu'elle va faire le semi-marathon de Marc-en-Barœul, mais c'est un objectif puisque le semi-marathon passe justement de chez elle, et donc ça lui donne envie quand même, bref, trêve de plaisanterie. Ça fait partie des choses qu'on peut proposer sur des douleurs qui sont extrêmement intenses, puisque c'est une douleur neuropathique associée à une douleur par excès de nociception. Et finalement, eh bien, cette indication était tout à fait adaptée pour cette patiente qui a échappé du coup à la quatrième prothèse pour l'instant, puisqu'elle n'a pas été opérée. On l'a implantée fin septembre. La stratégie, c'était de l'implanter un peu avant pour justement envisager eh bien, l'intervention dans de meilleures conditions, et finalement, eh bien, pour l'instant, elle n'est pas réopérée, et cette dame marche. Pourquoi tout ça? Ça doit avoir un impact, une neuromodulation et un impact à long terme, bien sûr sur la douleur, et vous voyez qu'il n'y a pas que cela, c'est surtout le confort des patients, la façon de vivre. Alors, mais, vous savez très bien que dans la douleur chronique, il peut y avoir des bénéfices secondaires, et tout ça, c'est le travail de l'équipe qui va finalement dire, oui, en effet, il y a un véritable projet pour ce patient. Ou alors il n'y a pas de projet parce que quoi qu'on fasse de toute manière, eh bien, il est ancré dans sa douleur pour différentes raisons, et on ne va pas débattre là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir donc là au niveau des résultats de la stimulation, c'est que c'est une technique qui est efficace et qui entraîne une amélioration de la symptomatologie douloureuse et du confort de vie. Et puis surtout, c'est l'impact potentiellement social et pour la société. Parce que l'idée, c'est quand même de les remettre au travail à un moment ou à un autre. Parce que pendant ce temps-là, ils coûtent extrêmement cher, et forcément ils consomment beaucoup moins, etc. etc. Et on constate quand même eh bien, que ces techniques, pour les patients qui sont bien sélectionnés, on arrive quand même à les remettre au travail pour un certain nombre d'entre eux. Pas tous, mais pour un certain nombre d'entre eux. Et donc ça, c'est quelque sorte l'investissement en vaut le coup à la fois pour leur symptomatologie, mais également sur le plan sociétal. Et donc, je termine donc là-dessus. Alors, la neuromodulation, c'est une véritable technique qui est efficace, mais qui doit être surtout pensée dans le cadre d'une équipe et d'une réflexion de prise en charge globale du patient. Il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont un peu moins bien. Il peut y avoir des effets secondaires incontestablement, mais c'est une arme thérapeutique, en particulier pour la douleur neuropathique, qui est extrêmement précieuse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, moi j'avais juste deux questions assez rapides par rapport aux présentations qui ont été faites. Est-ce qu'on peut imaginer techniquement une situation qui nécessiterait l'implantation concomitante d'un stimulateur médulaire et d'une pompe intrathécale? Ça, sur le fond, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où la neurostime peut répondre... Alors, les indications, actuellement, elles sont quand même relativement différentes. La pompe intrathécale, c'est quand même une technique qui est réservée de façon préférentielle pour les douleurs carcinologiques. Il peut y avoir des indications de pompe pour des douleurs non carcinologiques,
mais qui sont souvent dans le cadre d'échecs de traitement habituel, et parfois même d'ailleurs d'échecs de la neurostimulation. La combinaison des deux, moi j'en connais pas directement, et quelque part, à partir du moment où on a mis une indication de neurostimulation, que ce soit du cordonal ou que ce soit de la DRG, eh bien la technique, soit elle fonctionne, et elle doit fonctionner. Si elle ne fonctionne pas, c'est que souvent on s'est planté sur l'évaluation en tant que telle. Et d'ailleurs, on a eu des cas où on a fait des ablations de son parce que la phase test n'a pas marché. Un exemple, un patient vient pour une douleur ilio-inguinale. Suite à une intervention, je ne sais plus si c'était si c'était de la douleur, si c'était une problématique urologique. Ce monsieur, donc on a tout eu, on a fait du TAP-bloc, donc bien sûr la prise en charge médicamenteuse habituelle bien menée, il y avait tout. Donc on fait un TAP-bloc, bon ça marche plus ou moins bien. Il a eu une radiofréquence qui n'a pas été finalement la plus heureuse. Bref, mais ça n'a pas fonctionné. Ensuite on lui pose donc une DRG. DRG, donc là aussi, on était sur du T12L1, on met 2 électrodes, on couvre la zone, ça ne marche pas. Bon, on va jusqu'à lui faire une rachimorphine, donc pour voir ça. Rien du tout. Mais comme si, alors en plus j'avais mis un peu d'anesthésique locale. Normalement, on fait quand même un peu de choses sous rachis. Rien. Alors j'ai pas fait de bloc moteur, parce que l'idée c'était pas de l'opérer, c'était de rien. Ce monsieur, clairement, eh bien, pour l'équipe, c'est extrêmement difficile d'appréhender les choses, mais en tout cas là quoi qu'on fasse pour ce monsieur, ça n'a pas fonctionné. En général, quand on fait de la stimulation que ça fonctionne, on s'en aperçoit très rapidement, puisqu'on a une phase test, et c'est la phase test qui nous dit, il n'y a quasiment pas d'indication qu'il faudrait mélanger les deux techniques. En tout cas, j'en vois pas, c'est soit l'une, soit l'autre. Alors il y a des indications en revanche pour des douleurs neuropathiques avec des pompes intrathecales, et donc le ziconotide peut être intéressant en particulier, mais là c'est une contrainte pour le patient de remplissage tous les mois, puisque ziconotide sa stabilité au niveau de la pompe est de 1 mois, et donc là c'est c'est une grosse, comment dirais-je, c'est une grosse contrainte pour le patient, et donc et surtout s'ils sont jeunes, et ensuite c'est un peu moins maniable qu'une stimulation en tant que telle. Ma deuxième question, c'est je voulais savoir est-ce qu'il y avait des études d'efficacité qui comparaient la stimulation du ganglion racine dorsale à une vieille technique et la drésotomie? Alors la drésotomie, ça fait partie des techniques qui sont quasiment abandonnées actuellement. Les comparaisons de ce type de stimulation de drésotomie, moi j'en ai pas vu parce que c'est des techniques qui sont franchement pas loin d'être abandonnées, au regard justement de ces techniques qui sont plus abordables et moins délabrants. Ça peut être la rhiziolyse avant d'aller... Alors, oui, la rhizolyse. Alors, il y a un atelier cet après-midi sur la radiofréquence. Alors, on en parlera, mais ceux qui viendront, on en parlera plus en détail. Attention sur la rhizolyse. La rhizolyse, on y met beaucoup de choses. Alors, il y a la rhizolyse hyperthermique, donc lésionnelle, qui va entraîner une destruction du nerf. Donc, on chauffe le nerf à 80 degrés, ça entraîne une lésion définitive du nerf. Pour ceux qui font de la rhizolyse, prudence vis-à-vis de cela. Vis-à-vis de cela, ça marche, la littérature elle est assez abondante sur la rhizolyse hyperthermique, mais attention, il y a quand même dans 10 à 20% des cas des douleurs de désafférentation. Et là, vous vous trouvez quand même dans une merde noire quand vous avez une douleur de désafférentation après une rhizolyse, parce que tout ce que vous allez pouvoir mettre au patient, eh bien, il n'y a rien qui marchera, sauf que de monter d'un cran et de passer en cordonale postérieure ou en stimulation du DRG. Dans la rhizolyse, vous avez la radiofréquence pulsée, ou la pulsée dosée. La pulsée, ça va entraîner, donc c'est un champ magnétique qui va entraîner une sidération du nerf. Ça reproduit un peu les anesthésiques locaux, mais ça va modifier la conformation du nerf par un champ magnétique. Et donc là, c'est plutôt intéressant parce que, en quelque sorte, vous avez des effets prolongés sans entraîner une lésion du nerf. Alors certes, il faut répéter donc la séance. L'idée, c'est d'avoir le 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc 3-4 mois, on les a pas mal avec la pulsée. Et en regardant un peu la littérature, je pense que le pulsé dosé
eh bien, devrait permettre d'être un petit peu plus performante que la pulsée. Mais la pulsée et la pulsée dosée, c'est un peu nouveau, mais c'est quand même des techniques qui préservent le nerf. Et alors certes, certains diront, bah oui, bah, allons à la lésionnelle, mais franchement, si ça marche bien 8 fois sur 10, 2 fois sur 10, si vous avez un patient qui revient avec une douleur de désafférentation, vous allez un peu pleurer parce qu'il va vous emmerder longtemps. Hein. Franchement, alors là, donc lui, il va être vraiment embêté et vous n'allez pas savoir quoi faire, si ce n'est de monter d'un cran. Et donc là, il y a en quelque sorte cette rupture de confiance avec l'équipe qui peut intervenir aussi. Donc, mais en tout cas, en effet, dans la stratégie, la radiofréquence pulsée vient en intermédiaire, donc par rapport à la stimulation médulaire. Juste qu'on a une composante lombalgique plus que radiculaire et lombalgique. Oui. Qu'est-ce que vous faites sur le plan pratique? Vous faites percutané ou vous faites le mode DTM? Ah ben, là actuellement, concernant les douleurs, donc lombalgie plus radiculaire, c'est vrai qu'on va plutôt vers la DTM actuellement. C'est là où on a des résultats qui sont plutôt intéressants. C'est un peu nouveau, hein. C'est un peu nouveau, il n'y a pas encore beaucoup. Non, donc Abbott c'est Burst, donc Marie-Christine donc elle est là, et c'est Medtronic le DTM. Alors maintenant, une fois qu'on a dit cela, donc il y a 3 grandes sociétés, hein, il n'y a pas de lien d'intérêt de quoi que ce soit, donc il y a Abbott qui va faire la DRG, c'est les seuls à faire la DRG, et donc la cordonale postérieure avec le mode qui est le mode Burst. Ensuite vous avez Medtronic qui fait que de la cordonale postérieure, donc avec le mode DTM et tous les modes haute fréquence. Les modes haute fréquence, c'est fait par l'ensemble des fournisseurs. Et ensuite, il y a Boston Scientific qui fait des mélanges d'un peu tout. Et puis après, ben, c'est une question de ressenti du matériel pour le poseur, essentiellement. Donc voilà, mais ce qui est intéressant plutôt, c'est de voir que les différents modes de stimulation eh bien, vont toucher dans la prise en charge de la douleur ce qu'on n'avait pas imaginé avec la basse fréquence. Et donc on a des choses et des aspects de la prise en charge de la douleur qui sont en train de changer et que ces différents modes de stimulation eh bien, permettent d'aller toucher des voies qui sont peut-être un petit peu plus importantes. Et ensuite, peut-être que Christian a peut-être une expérience autour du Parkinson où il y a de la neurostimulation. Et en neurologie, je pense que vous êtes aperçu que la stimulation continue entraîne un phénomène d'échappement au bout d'un certain temps et que des interruptions eh bien, de stimulation permet justement d'avoir probablement un effet qui dure dans le temps plutôt qu'un phénomène d'échappement de la stimulation continue. Et la basse fréquence était une stimulation continue et vous voyez que dans les différents modes de stimulation, vous avez des interruptions, le burst particulier, vous avez une interruption. Donc haute fréquence, interruption, haute fréquence, interruption. Et je pense que dans le contexte, eh bien, ça peut être intéressant plutôt que d'un nerf qui soit stimulé en permanence. Voilà. Moi j'avais juste une dernière question. À quel moment on peut éventuellement envisager la RTMS? Moi je te passe la parole parce que ça c'est trop compliqué, il faut faire Polytechnique pour ça. Même sans faire Polytechnique, il n'y a pas de... La RTMS, c'est quoi? C'est la stimulation magnétique transcrânienne répétitive qui a un intérêt décrit dans les douleurs neuropathiques et il y a des travaux qui ont été faits, qui ont montré une action. C'est utilisé aussi dans le cadre de la psychiatrie. À quel moment positionner? Nous, on a tendance à... Alors, c'est compliqué parce que en fait, peut-être qu'on l'utilise trop tardivement, peut-être qu'on l'utilise un peu en dernier recours, quand on a réfléchi à toutes les solutions thérapeutiques, y compris les neuromodulations, et qu'on se dit, ben non, on ne peut pas aller à la neuromode, on ne peut pas faire ça, et donc on va tenter une RTMS qui est quand même un peu compliquée à mettre en place pour nous, avec des efficacités, et quand on reprend la littérature, ben, c'est toujours compliqué, on ne sait pas véritablement comment ça fonctionne, on ne sait pas non plus si ça fonctionne. Ce que nous on observe, c'est que des patients sont satisfaits de la RTMS, qu'en termes de douleur, ça ne fait pas forcément beaucoup varier les choses en intensité, mais qu'il y a une certaine augmentation de la qualité de vie. Donc, on aura tendance à proposer quelque chose comme ça, si on est dans le domaine de l'augmentation de la qualité de vie,
plutôt qu'à la recherche d'une diminution de l'intensité de la douleur, dont on sait qu'elle ne doit pas forcément être obtenue et qu'elle pourrait être obtenue par d'autres méthodes. Donc c'est assez imprécis les indications, j'avoue. Question, on fait un peu de RTMS? Oui, alors nous on en fait dans les douleurs neuropathiques centrales post-AVC notamment, parce que celles-là sont souvent réfractaires à beaucoup de choses, perte de lido, kétamine, etc., puis les traitements classiques bien sûr. Et parfois ça peut nous aider avec les neurochirurgiens fonctionnels pour la stimulation corticale. Si les patients sont répondeurs à la RTMS pour les douleurs neuropathiques post-AVC, pour ensuite aller vers la stimulation corticale. Où en êtes-vous pour la stimulation percutanée périphérique? Alors pour l'instant nous on ne fait pas. Je pense que alors ce que je ne sais pas bien c'est le référencement des matériels en France. Pour l'instant ça y est pas. Donc, alors au niveau des pays qui font ce genre de stimulation, probablement de l'autre côté de l'Atlantique un peu. Donc, probablement, enfin, qui ont toujours, c'est du matériel qui est toujours un peu coûteux, c'est de mettre dans le cadre du remboursement. Mais au vu des publications qui sont assez récentes, inévitablement ça va arriver sur le marché d'ici quelques temps. Enfin, je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas à un moment ou à un autre. Donc il peut y avoir certaines indications, mais on voit bien que derrière cela, ça peut intéresser beaucoup de monde peut en poser. Et donc du coup, parce que il y a quand même pas mal d'anesthésistes réanimateurs, là pour le coup ça serait surtout les anesthésistes réanimateurs qui ont l'habitude de la loco-régionale, de l'échographie, et donc vous imaginez bien qu'il peut y avoir un dérapage plus ou moins contrôlé de la mise en place de ce type de dispositif. Maintenant, ce type de dispositif par rapport à une ALR avec un cathéter continu, il n'y a pas de comparaison. Si on met une sonde de stimulation pendant combien de temps? Là, c'était des boîtiers externes, mais pas des boîtiers implantables. Les boîtiers implantables peuvent venir peut-être par la suite. Enfin voilà, donc c'est notre voie, mais il m'a semblé important de vous en parler parce que ça tombe pas mal au niveau de la littérature.